Bonjour Elora, donc nous allons passer à peu près 20 minutes ensemble donc pour intégrer notre école. On va d'abord commencer par se présenter, suite à quoi on vous proposera de faire la même chose. Alors on vous laissera le temps qu'il faut, pas trop long, hein, que ça ne dure pas 20 minutes tout le long de l'entretien. Donc je commence par laisser la parole à Amélie. Donc Amélie Favre, je suis depuis 10 ans directrice associée d'un cabinet de conseil en gestion de carrière. Et auparavant, j'ai travaillé au sein de cabinets de recrutement assez prestigieux sur Paris. Christine Dejoigny, consultante en ressources humaines. Après avoir passé 15 ans dans des grands groupes, j'ai décidé de créer mon propre cabinet il y a 4 ans. Et le cœur de mon expertise, ce sont les entretiens. Moustapha Benkhalfat, donc directeur du groupe PGE-PGO, donc avec la prépa PGE-PGO pour les concours, admission parallèle, prépa et Sciences Po. Également directeur de Jobtimis, donc il y a un cabinet d'outplacement, donc vous n'avez que des gens dans les ressources humaines. Donc on s'occupe de placer les juniors sur le marché de l'emploi essentiellement, même si on a des publics un peu plus âgés. À vous. Enchantée. Je m'appelle Elora Beaulieu, j'ai 21 ans. J'ai fait mon bac économique et social à Montpellier. Je suis ensuite partie à Paris pour faire mes études. Je suis actuellement en 3e année de sciences économiques à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et je suis en Master 1 de langues et civilisations sud-asiatiques à l'Institut des langues et civilisations orientales. J'étudie donc les cultures indiennes et pakistanaises et je parle couramment le hindi. En septembre dernier, j'ai fait un stage d'1 mois à l'autorité de la concurrence au service du président et j'étais rédactrice de notes juridiques. Lors de ma 2e année à l'INALCO, j'ai été vice-présidente pendant 4 mois de l'association WIST. Et enfin, je suis passionnée de voyage. J'ai eu la chance de voyager dès mon plus jeune âge et mon premier voyage en Inde, c'était à l'âge de 10 ans. Mes derniers voyages les plus marquants ont été les États-Unis, l'Australie, l'Inde, le Pérou et l'Égypte. Par ailleurs, j'ai fait 12 ans de danse et 6 ans de violon. Et si je suis là aujourd'hui devant vous, c'est pour vous montrer ma détermination à intégrer votre école. Détermination à intégrer notre école, mais vous avez fait énormément de choses, dites donc. Ça fait un peu inventaire tout ça, enfin, il y a beaucoup de choses à nous raconter. Je suis resté sur les 6 ans de violon. Oui. Parlez-nous des 6 ans de violon. C'est ça. En fait, j'ai commencé à faire du violon à l'âge de 6 ans. Mon objectif était de jouer un morceau de Mozart à ma maman. Et clairement, je m'y suis peut-être un petit peu prise trop jeune parce que ma pratique du violon a été assez compliquée. C'est-à-dire qu'à l'âge de 6 ans, je pense qu'on n'a pas encore vraiment intégré toutes les qualités de rigueur et persévérance. Donc je n'étudiais jamais, je n'ai pas eu un très bon niveau. Mais c'est vrai qu'avec du recul, ça m'a appris que j'aurais dû, bien entendu, plus étudier et plus faire d'efforts, mais le violon ne me plaisait pas tellement et donc je pense que pour progresser dans un domaine, il faut vraiment être animé par la passion. Et donc j'ai quand même, cette expérience a été très intéressante parce que grâce à ma tante qui vit à Amsterdam, chaque année je partais faire la fête de la Reine, c'est le 30 avril, et donc chaque année pendant une journée entière, de 10h du matin jusqu'à 20h, parce que je ne m'arrêtais jamais de jouer, je jouais du violon dans un parc. Et la tradition est donc qu'on vous donne un petit peu d'argent. Et ça a été une expérience vraiment très enrichissante. Et pour la petite histoire, il y a eu une année où j'étais plutôt mignonne avec des petites couettes, mais je ne jouais pas si bien que ça. Mais une année, j'ai gagné 500 francs en une journée. 500 francs en une journée, en jouant mal? Qu'est-ce que ça aurait donné si vous jouiez bien? Qui sait, peut-être que j'aurais eu moins, peut-être que ça aurait été moins charmant. Vous disiez que vous n'étiez pas animé par la passion lorsque vous faisiez du violon. Et qu'est-ce qui vous passionne aujourd'hui ? Aujourd'hui, ce qui me passionne, c'est toutes les problématiques autour de l'islam. En fait, je suis partie il y a quelques années d'un constat un petit peu désolant qui est que, comme je pense que vous êtes conscient, il y a un petit peu quelques problèmes autour de l'islam dans notre société. Quelques-uns. Voilà. Et ça m'a vraiment fait réfléchir, est-ce que l'islam était une religion si intolérante qu'on le dit ? Et c'est vrai que j'ai commencé par lire des revues, puis ensuite j'ai assisté à beaucoup de conférences, notamment les conférences de l'EHESS, l'école des hautes études en sciences sociales, parce que j'avais la chance d'habiter pas très loin. Et c'est vrai que je me suis posé beaucoup de questions et en fait, en me posant ces questions, finalement, j'ai découvert un univers beaucoup plus vague que ce que je pensais, puisqu'au final, je pense que une très belle chose à propos de l'islam, c'est le fait que ça soit une religion qui est vécue de manière complètement différente selon les pays où on va. Et du coup, c'est vrai que c'est une passion, enfin, c'est quelque chose qui m'anime beaucoup et c'est aussi une chose qui motive mes destinations de voyage. Quel est votre projet professionnel ? Alors là, pour le moment, j'aimerais beaucoup faire du conseil à l'export pour les entreprises qui veulent s'implanter en Inde. Et justement, si j'ai intégré votre école à Lyon, j'ai vu que vous aviez un programme spécialisé en conseil en management.
Dans un premier temps, je pense que j'aurais besoin un petit peu d'outils plus marketing et plus en business development pour justement savoir un petit peu de quoi une entreprise a besoin pour s'implanter dans une zone étrangère. Et dans un second temps, donc prendre des cours en conseil pour avoir un petit peu la boîte à outils du consultant. C'est ce qui a motivé votre choix pour intégrer notre école? Tout à fait, puisque j'ai donc contacté des personnes qui sont actuellement dans l'école, qui m'ont vanté les mérites de ce parcours en conseil. On m'a dit qu'il y avait des gens de grands cabinets de conseil qui viennent se déplacer pendant les cours, que ça permet aussi un petit peu de poser ces questions, et je pense que ça serait une vraie valeur ajoutée dans mon projet professionnel que d'intégrer votre école. À votre avis, que fait un consultant ? Un consultant, c'est une personne qui va se déplacer dans une entreprise pour résoudre un problème, pour répondre à une problématique. Donc ça peut être soit justement tout ce qui est définition d'une stratégie ou alors définition de nouveaux process, d'une nouvelle organisation. Ou alors ça peut être réfléchir sur certaines problématiques, certains processus qui existent déjà. Est-ce que vous avez contacté des consultants, Oui, tout à fait. J'ai contacté notamment des consultants qui travaillent à CSC. Et donc, c'était des consultants qui travaillaient surtout en conduite du changement. Donc, la conduite du changement, c'est d'ailleurs c'est quelque chose qui m'intéresserait si j'étais amenée à faire un stage en conseil avant de faire du conseil à l'export. Et donc, il m'a expliqué en fait que la conduite du changement, c'est le fait d'accompagner une entreprise qui est dans un projet de transformation et surtout au niveau un petit peu humain et ressources humaines. Donc, par exemple, lors d'une fusion-acquisition dans une entreprise, vérifier justement qu'il y ait un plan de communication assez solide et que les employés comprennent bien quel est le but de l'entreprise, quelle est sa vision et puissent, si possible, se rallier à ce projet de changement. Mais je ne vois pas le lien avec le conseil en export. Alors en fait, je pense qu'il est difficile d'intégrer les cabinets de conseil à l'export immédiatement. Donc j'avais pensé peut-être commencer par un stage en conseil en management, aussi pour connaître un petit peu mieux le monde du conseil et aussi les différentes entreprises avant de pouvoir proposer mes services en conseil à l'export. À votre avis, sur quoi se fonde un consultant pour justement donner des conseils ? Sur à la fois peut-être toutes les bases de données et tout ce qu'il peut trouver dans l'entreprise pour apprendre à bien connaître l'entreprise. À mon avis, il se fonde aussi beaucoup sur l'observation directe, que ça soit en rencontrant des gens, en menant des interviews. Et je pense aussi que le consultant se sert d'expériences passées pour arriver peut-être parfois à faire quelques parallèles et arriver à trouver quelques outils, quelques méthodologies à appliquer dans le cadre de l'entreprise qui fait appel à lui. Et justement, pour commencer comme consultante, sans recul, sans expérience passée, comment vous comptez vous y prendre ? Justement, je pense que c'est vrai que la question de la légitimité quand on est consultant junior est très importante. C'est pour ça justement que je pense que le consultant junior doit dans un premier temps se baser sur les faits, se baser sur des chiffres et ne pas forcément se baser sur son expérience vu qu'il en a peu. Donc, ça sera utiliser les outils que les consultants utilisent, comme par exemple, ça peut être des petits outils comme le diagramme d'Ishikawa, où on essaie de comprendre les causes et les effets, ou alors des petits outils où on essaie un petit peu de comprendre les acteurs dans l'entreprise, quels sont leurs rôles, quelles sont leurs positions par rapport au projet, etc. Donc, commencer par quelque chose de très analytique et au fur et à mesure de l'expérience, proposer ces conclusions d'expériences passées. C'est barbant, ça ? C'est barbant et c'est en même temps, je sais pas, moi ça me barbe pas, je pense que c'est très intéressant, surtout si on réfléchit à des problématiques un petit peu humaines. Je pense que moi personnellement je suis très portée vers les autres et j'aime beaucoup le contact avec les autres et je pense qu'une expérience en tant que consultant peut être loin d'être barbant, mais au contraire très enrichissant, rencontrer des gens, rencontrer des nouveaux modes de fonctionnement, aussi acquérir une sorte de culture générale de l'entreprise. Mais il y a d'autres métiers qui peuvent justement vous mettre en contact avec d'autres personnes. Oui, tout à fait. Alors que là, vous venez justement de nous exposer le fait que le consultant junior était très sur les faits, sur les chiffres, sur les bases de données, donc rien d'humain là-dedans. Dans un premier temps, je pense que dans un premier temps, il doit justement acquérir une certaine légitimité, acquérir des outils avant de pouvoir être plus dans le contact et se permettre de faire plus de recommandations et d'être plus près de son client. Après, moi, je n'aspire pas, je n'ai pas la prétention d'aspirer directement à un poste où je serai une consultante senior qui sait déjà tout. Je pense que c'est important d'apprendre, de vivre des expériences et je serai patiente. Et si mon projet professionnel peut être ensuite mené à bien, je suis prête à attendre quelques années pour acquérir plus d'expérience. Et d'où vient cette passion pour l'Inde ? J'ai compris que vous y aviez voyagé à 12 ans, ça ? 10 ans. 10 ans. Oui. À 10 ans.
Si vous étiez allé à Zanzibar, vous seriez spécialiste de la région? Peut-être pas. En fait, mon intérêt pour l'Inde vient de différentes sources. Dans un premier temps, mon prénom est indien. Sauf que mes parents l'ont découvert 6 mois après ma naissance. Et donc déjà, un prénom, je pense que ça oriente aussi beaucoup une personnalité et des centres d'intérêt. Ensuite, mon père est professeur de yoga. C'est pour ça qu'il m'a emmenée à 2 reprises en Inde. Et après ma première année où j'ai donc fait du hindi, j'ai appris différents aspects de la civilisation qui m'ont passionnée. Et quand je suis allée sur place une fois de plus, donc pour la 3e fois, je n'ai pas été déçue. Et maintenant, je suis convaincue que j'ai un avenir, en tout cas je l'espère, dans ce domaine-là. Alors je me prénomme Christine. À votre avis, qu'est-ce que ça dit sur moi? Alors malheureusement, je ne connais pas toute l'étymologie et toutes les origines des prénoms. Mais en tout cas, ce que je peux simplement vous dire, c'est qu'il faut se méfier des sites internet qui parfois donnent des banalités. Et je pense qu'au final, toutes les Christines n'ont pas les mêmes caractéristiques. Mais en tout cas, personnellement, moi, le fait de m'être appelée Elora, ça m'a donné une orientation et ça m'a donné une curiosité. C'est plutôt le yoga, en fait. Oui, je pense. C'est plutôt le yoga que Elora. Non, c'est surtout Elora. Mon père est professeur de yoga. J'ai bien entendu fait du yoga un petit peu avec lui pour m'intéresser à sa discipline. Et c'est vrai que le yoga est quand même un exercice assez intéressant parce que ça permet en effet de prendre du recul et de canaliser un petit peu son stress. Mais je ne pense pas que c'est le yoga qui m'ait donné envie de faire du hindi. Alors le hindi, donc, dès votre premier voyage, vous avez eu envie de faire du hindi? Non, parce qu'en plus, pendant mon premier voyage, j'avais 10 ans. Et c'est vrai que j'avais voyagé dans différentes zones de l'Inde et je n'avais pas conscience à cet âge-là qu'il y avait différentes langues. Puisqu'au final, l'Inde compte 2 langues officielles, l'anglais et le hindi, et 34 langues constitutionnelles et ensuite tout un tas de dialectes. Du coup, justement, je ne comprenais pas pourquoi dans certaines villes, on me disait Molakom pour me dire bonjour, dans d'autres, on me disait Namasté. Et c'est plus tard au niveau pendant mon orientation que je me suis tournée vers le hindi. Et c'est parce que, d'ailleurs, j'avais comme projet professionnel à la base d'être interprète, parce que j'étais passionnée par l'anglais, et je voulais me différencier sur une langue, et le hindi est apparu comme une évidence pour moi. Qu'est-ce qui vous a... Quelle est la région de l'Inde qui vous a le plus marqué? Pourquoi? J'ai été... La région de l'Inde, elles m'ont toutes beaucoup marquée, bien entendu. Je pense que j'ai été marquée surtout par le Maharashtra, je dirais, donc l'État de Bombay, parce que c'est vrai que c'est un État dans lequel il y a quand même d'énormes disparités, puisque Bombay est une ville qui est maintenant très très occidentalisée. Les jeunes, le week-end, vont au McDonald's, les filles ont les cheveux courts, elles portent des marinières, enfin, c'est quand même quelque chose qui est très proche de nous. Notre ministre fait du bon travail, alors. Comment? Notre ministre fait du bon travail. Exactement, il a une bonne influence. Et quand on va à quelques kilomètres de là, on a un énorme bidonville, on a des zones rurales qui sont vraiment très défavorisées. Et je pense qu'au final, l'État du Maharashtra, comme d'autres, est très représentant de la situation en Inde. Ça ne vous gêne pas, la perspective de travailler dans un pays où les disparités sont si énormes, où vous avez, en fait, il n'y a pas une Inde, il y a des Indes. Et vous avez parlé de votre intérêt pour la culture islamique et non arabe, vous avez dit culture islamique. Donc, en Inde, par exemple, il y a quand même des tensions qui ont commencé avec Pakistan et Inde et qui continuent d'être assez fortes, non? Oui, bien sûr, c'est sûr que ces tensions sont fortes, bien que là, vous l'avez sûrement appris, Nawaz Sharif vient d'être élu à la tête du Parlement, donc ça c'est une bonne chose parce que c'était un Premier ministre qui travaillait justement à apaiser ces tensions. C'est sûr que l'Inde n'est pas un pays facile, il y a plein de défis, mais si j'étais amenée à travailler là-bas, j'aimerais peut-être justement me rallier auprès d'associations qui essayent de combattre ces défis, mais pour moi le plus gros défi c'est le défi de l'éducation. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans votre école, j'aimerais rejoindre l'association Astuces Lycéens qui travaille non pas à l'éducation en Inde, mais déjà à soutenir l'égalité des chances en France, ce qui est un premier combat. Et vous pensez qu'on peut transposer le modèle français sur l'Inde? Non, je pense qu'on ne peut pas transposer le modèle français sur l'Inde pour la simple et bonne raison que déjà, en Inde, il y a une conscience qui est collective, mais qui est collective au niveau de la caste ou du groupe. Et c'est-à-dire qu'on ne se préoccupe pas des autres. C'est pour ça qu'il y a aussi des grosses difficultés au niveau de la population qui est très pauvre, qui n'est pas éduquée. Parce que les personnes qui ont l'argent et qui pourraient justement soutenir ces efforts d'éducation ne comptent pas du tout le dépenser là-dedans. Donc, ça doit vous choquer, ça? Oui, ça me choque. Mais comment comptez-vous surmonter ce choc?
En fait, si je devais résumer un petit peu mes années de langues et civilisations orientales, ça serait surtout j'ai appris à ne plus être européocentrée. Pour moi, ça a été vraiment la plus grande découverte de ces études, c'est-à-dire que lorsqu'on raisonne en termes d'européens ou en termes de françaises, on a nos valeurs, on a nos cadres de référence. Et lorsqu'on apprend vraiment à appréhender une culture en profondeur, comme je l'ai appris avec l'Inde, on a différents repères et en fait on trouve une légitimité et un sens à tout. C'est-à-dire que beaucoup de gens décrivent le système des castes, mais si on y réfléchit, le système des castes a sa propre logique, a sa propre cohérence. Et je ne suis pas en train de soutenir le fait que ça soit bien qu'il y ait des inégalités, mais en tout cas on peut les comprendre sans les juger. Qu'est-ce qui vous émeut dans la vie ? Qu'est-ce qui m'émeut ? Justement, je pense les inégalités, notamment les inégalités des chances, le fait que quand on est dans une famille ou d'une autre, on a des destins qui sont complètement différents et c'est vraiment un combat pour lequel j'aimerais œuvrer. Par ailleurs, je voulais rejoindre l'association La Fève qui s'occupe donc 2 heures par semaine d'un jeune de banlieue. Malheureusement, le placement avec un jeune a pris un petit peu de temps et j'ai commencé les concours et je ne voulais pas bâcler ce travail qui, je pense, est une relation vraiment à construire. Et c'est pour ça, comme je vous l'ai dit, que j'aimerais rejoindre l'association Astuces Lycéens pour pouvoir travailler et élaborer ce projet de l'égalité des chances. Vous nous avez dit beaucoup de choses. Alors, j'ai relevé une contradiction. Vous avez dit que l'INALCO, c'est ça ? Oui. Vous apprenez à éviter d'être européocentré et franco-centré. Or, à la question qu'on vous a posée concernant l'accès à l'éducation en Inde, vous avez répondu que ça vous choquait. Vous avez raison. Vous avez totalement raison de souligner ce point-là. C'est vrai que malheureusement, je reste française et européenne et j'ai tendance parfois non, dans le sens où c'est qui je suis et donc j'ai tendance à analyser à travers ce regard. Mais c'est vrai que si j'étais en Inde, avant de me lancer dans des combats qui peut-être n'ont pas sens et ne trouveront pas leur cohérence dans la société indienne, j'essaierai d'abord de réfléchir avec leur vision. Est-ce que vous êtes pour le travail des enfants ? Non, je ne suis pas pour le travail des enfants. Malheureusement, dans un pays comme l'Inde, c'est une réalité. Et d'ailleurs, ça me fait penser à une fois où j'étais à Amritsar. Il y avait un enfant qui devait avoir une 12aine d'années. Il était en train de servir les plats, il servait le thé. Et je voyais son regard et ça m'a vraiment frappée parce que ce petit enfant de 12 ans avait un regard d'adulte. Il avait des responsabilités d'adulte, à savoir gagner sa vie pour aider sa famille. Et je me suis vraiment rendu compte qu'on passait à côté de toute une enfance. Et c'est vrai que je suis contre le travail, mais... C'est des mythes sociaux, ça. Comment ça ? Enfin, si vous discutez avec des personnes âgées dans le sud de la France ou ailleurs, elles vous expliqueront qu'elles ont commencé à travailler à 11-12 ans, ce qui n'a pas empêché leur équilibre. On a acquis une sorte de confort social. Mais ça, pour une fille qui a fait l'INALCO, vous faites un peu de sociaux, un peu d'histoire, non ? Un petit peu. Alors ? Je ne sais pas si c'est parce qu'on a acquis des choses, parce qu'on est maintenant dans un confort qu'il faut quand même ne pas se battre pour atteindre encore plus de... Mais c'est justement ce que je vous disais, c'est justement là toute la problématique. C'est bien beau de dire qu'il faut lutter contre le travail des enfants, mais il n'empêche que du moment qu'en Inde, il y a toujours presque 1 milliard de pauvres, c'est une réalité, c'est une manière pour eux de gagner de l'argent. Après, un enfant qui travaille en vendant par exemple du thé, en servant, etc., ça... Je ne vais pas dire que ça passe, mais c'est quand même déjà moins dramatique qu'un enfant qui est dans les rues et qui s'amuse à faire la roue ou à qui on coupe un bras pour gagner plus d'argent. Ouais. Il y a en effet beaucoup de choses à faire. Effectivement. Donc vous avez beaucoup voyagé, donc vous avez parlé de l'Inde évidemment. Quel autre pays a retenu votre attention et pourquoi ? L'Australie est un pays qui m'a beaucoup marquée. En fait, je suis partie en Australie quand j'avais 14 ans. J'ai eu la grande chance de pouvoir participer à un échange dans le cadre de mon lycée. Donc, j'ai accueilli une Australienne pendant 1 mois et demi et je suis partie là-bas pendant 1 mois et demi. C'est ça ? En Australie. Vers Melbourne, j'étais à Eltham College. Et ça m'a énormément marquée parce que, bien que je sois allée en Inde, en Égypte, au Pérou, c'est le pays qui pour moi était le plus dépaysant.
Parce que ce sont au final des gens des lycéens à l'époque, qui reposent beaucoup sur leurs parents. Et notamment parce que là-bas, tout se fait en voiture, les distances sont immenses. C'est-à-dire que pour aller, par exemple, au lycée, il fallait faire 15 minutes de marche pour avoir un bus qui amenait seulement au lycée et nulle part ailleurs. Et moi qui suis une enfant de la ville, mes parents m'ont toujours laissé beaucoup d'autonomie, ne sont jamais allés justement me chercher en voiture. Ça m'a beaucoup marqué cette dépendance à la voiture, à la famille. Et ça a été un très très grand épuisement. Dépendance à la famille ou à la voiture au fond? Enfin, parce que là, j'ai compris que c'était une question de logistique avec la voiture, mais est-ce qu'il y a en plus une dépendance à la famille que j'aurais pas perçue au-delà des purs aspects logistiques? Non, je pense que c'est surtout des aspects logistiques, plus que ils sont plus attachés à leur famille que nous. Mais c'est vrai Parce que la famille s'occupe du déplacement en fait. Ils ont un notamment attachement de nature totalement intéressé, si j'ai bien compris. Non, bien entendu, c'est pas totalement intéressé. Je suis allée chez 2 étudiants là-bas et les 2 avaient des très bons rapports avec leurs parents. Et pas seulement pour la voiture, dont une d'ailleurs n'habitait pas si loin d'une station de train, donc elle n'avait pas besoin de la voiture. Mais moi, c'est vrai que ça m'a vraiment marqué cette dépendance matérielle. Donc approfondis, parce que vous avez quand même parlé de liens étroits avec la famille. Est-ce que vous faites un parallèle avec la France? J'imagine que vous ne l'avez pas dit par hasard. Et à part la voiture, alors j'ai pas le permis, c'est peut-être pour ça que je ne vous lâche pas sur ce point-là. Mais à part la voiture, vous ne m'avez pas donné d'éléments qui arrivent à me convaincre. Non, je pense que c'était une erreur de langage de ma part, parce que si je devais vraiment faire une comparaison entre des civilisations qui sont plus attachées à la famille que la nôtre, à ce moment-là, je parlerais de mon voyage au Pérou qui m'a beaucoup marqué concernant ce point. Sur l'Australie, par exemple, je ne sais pas si vous le saviez, j'imagine que oui, j'espère. Mais par exemple, il y a des campagnes de sensibilisation des parents sur la gestion de leurs enfants et le fait de leur fixer des limites. C'est-à-dire que j'ai appris qu'en Australie, il y avait un vrai problème de société qui était celui d'enfants ingérables et de parents qui n'étaient pas armés pour les gérer, justement, qui étaient dépassés par les événements. Je n'ai pas entendu parler de ce point. Moi, dans le lycée dans lequel j'étais, ça se passait très bien avec les parents. Et c'est vrai que c'était pas pareil qu'en France, parce que eux, dès le plus jeune âge, ils étaient amenés à faire des boulots étudiants pour mettre déjà de l'argent de côté pour financer ensuite les études supérieures. Des étudiants, des jeunes, des lycéens. Ils commençaient à travailler à l'âge de 16 ans. Mais non, je n'étais pas au courant que les enfants étaient incontrôlables en Australie. Et vous, est-ce que vous avez fait des emplois étudiants ? Alors moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que jusqu'à maintenant, mes parents ont financé mes études. Après, c'est aussi pour ça que j'avais voulu faire un petit stage d'1 mois à l'autorité de la concurrence, parce que je n'avais pas encore vraiment de pas dans le monde du travail, ni dans le travail étudiant. Et donc, j'ai demandé à faire un stage d'1 mois au service du président. J'étais rédactrice de notes juridiques. C'était un stage qui était qui posait assez de défis, parce que moi, en fait, je venais d'une formation économie et tout était du droit. Donc là, ça m'a demandé une grande capacité d'adaptation. Je m'étais fait un petit dictionnaire à la fois du jargon juridique, mais aussi en anglais, parce que je travaillais tout en anglais. Et donc voilà, ça a été ma première vraie expérience, mais à part ça, j'avais une petite expérience en vente, mais rien de trop significatif. C'est-à-dire une petite expérience en vente ? J'ai été vendeuse de CD et DVD au théâtre de l'Athénée à Paris. C'est dévalorisant d'en parler ? Pas du tout, mais c'est vrai que nous avons seulement 20 à 30 minutes à passer ensemble. J'aurais préféré vous parler de sujets qui, pour moi, révèlent plus ma personnalité. Mais je peux tout à fait vous parler de cette expérience. Alors, cette personnalité, justement, si vous deviez la décrire en 2 mots, en 2, pas 3, en 2 mots, ce serait quoi ? Je pense que je suis... Deux mots. Oui, vous avez raison. Curieuse et enthousiaste. Je m'inquiétais. Curieuse et enthousiaste. Alors, enthousiaste, pouvez-vous nous décrire une situation, nous exposer une situation dans laquelle vous avez fait preuve d'enthousiasme ? Oui, bien sûr. Par exemple, pour revenir à mon voyage en Inde, j'ai eu un voyage en bus très, très, très inconfortable. Je suis arrivée dans une ville qui s'appelait Indore et ça a été très difficile parce qu'en fait, il n'y avait personne dans les rues. Puis, tous les hôtels étaient complètement remplis. Et du coup, avec mon amie, nous avions eu beaucoup de mal à trouver un hôtel. Et donc là, on aurait pu plutôt être dans l'inverse d'une situation enthousiaste, mais nous avons décidé de prendre sur nous, de nous dire que nous avions une journée à passer dans cette ville. Et donc, nous avons pris un rickshaw, nous lui avons demandé de nous emmener à un cinéma et nous avons finalement
pu profiter un petit peu de cette journée qui était pourtant mal partie. Mais de manière générale, je suis une personne qui cherche le positif. Je n'aime pas rester sur des éléments négatifs et j'essaie toujours de trouver le bien dans les choses. Alors, si vous n'intégrez pas notre école, quel est le positif que vous allez voir dans cette situation? Eh bien, si j'intègre pas votre école, c'est que je n'y correspondais pas. Je pense que vous êtes là aujourd'hui et que vous connaissez mieux l'école que moi à ce jour, parce que je n'y suis pas encore. Et si vous décidez de ne pas me prendre et de me sanctionner lors de cette orale, c'est que je n'avais pas ma place ici et que je l'aurais quelque part ailleurs. Vous nous mettez à l'aise, là. Je ne cherche pas à vous mettre à l'aise, je cherche juste à... Enfin, je pense que tout le but d'un entretien de motivation, c'est justement essayer de voir si on correspond à l'école. Et donc, je n'ai pas envie de mentir, je n'ai pas envie de changer ma personnalité. Si je suis faite pour intégrer votre école à Lyon, à ce moment-là, je l'intégrerai. Alors, pour finir, c'est une école de commerce. Vous connaissez ça? Oui. Oui. Alors, qu'est-ce que vous pensez de la communication de Carambar qui a annoncé qu'ils arrêtaient les blagues Carambar? Et en fait, c'était un coup de com' pour ensuite annoncer, je sais pas, quelques semaines plus tard, que finalement, non, ils ont attendu que tous les amateurs de blagues Carambar, comme je le suis, se mobilisent pour ensuite dire que finalement, c'était pas bon. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous voulez dire en termes Vous, de... la future consultante, est-ce que vous auriez conseillé de faire ça? C'est vrai que c'est une stratégie qui est assez surprenante, mais au final, ça permet, eux, de refaire parler d'eux. Ça leur permet de voir qu'ils ont en effet des clients qui tiennent à leur héritage, à savoir la blague. Et je pense que c'est quelque chose qui est justement très osé. Et je n'aurais peut-être pas eu cette idée, mais en tout cas, je la trouve assez brillante. Et si ça leur permet d'avoir fait plus de ventes et un petit peu de remettre au goût du jour leur image et notamment leur... Ils ont menti. Bah oui, ils ont pris le client pour un gogo. C'est Ça vrai. justifie les moyens pour vous? Non, la fin ne justifie pas les moyens, mais dans ce cas-là, si c'est un coup de théâtre, Vous saviez par quoi il comptait remplacer la blague? non, peut-être des faits de culture générale ou un petit peu comme les apéricubes. Non. Je savais pas qu'il y avait des trucs de culture G dans les apéricubes. Si. Alors que j'avais Maître mon- au maître. Je vais réviser mon apéricube. Bon, donc en gros, si j'ai bien résumé ce que je dois retenir de cet entretien, c'est que vous allez sauver l'Inde et les enfants des rues en faisant du conseil en export. Non, pas du tout. Non, je n'ai jamais dit que je voulais sauver l'Inde et les enfants des rues. Non, c'est bien, vous m'avez posé des questions sur des choses qui sont présentes en Inde, qui sont difficiles et qui, bien entendu, souvent interpellent les personnes. Après, si je suis ici aujourd'hui devant vous, c'est pour vous montrer mes capacités à intégrer votre école de management, pour faire ensuite du conseil à l'export. Pourquoi du conseil à l'export? Parce que justement, j'aimerais appliquer toutes les connaissances que j'ai apprises en Inde, sur l'Inde, lors de mon cursus, pour les mettre au profit d'entreprises françaises souhaitant se développer là-bas. Merci Elora. De rien. Merci à vous. On vous raccompagne pas, mais Très bien. peut-être à bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Alors, qu'avez-vous pensé de la prestation d'Elora qui trouve la porte? Ça, Un bon signe. ça a beaucoup tourné autour de l'Inde. J'avais l'impression de voir une jeune fille un peu naïve. Ouais. Ouais. Moi, ce que j'ai bien apprécié chez Laura, c'est son authenticité. Elle est Totalement oui, authentique. totalement authentique et je veux bien la croire quand elle dit qu'effectivement, elle n'est pas là pour jouer un rôle et qu'elle... voilà. Ah. Et ce qu'elle a particulièrement bien fait, me semble-t-il, c'est vraiment le fait de dire, c'est l'école, enfin grosso modo, elle dit c'est l'école qui choisit. C'est voir s'il y a une adéquation ou pas, c'est l'école. Et Risqué en tout cas. C'est Pas risqué. de cran. Mais effectivement, c'est tout à fait ce qui se passe et elle a cette authenticité, cette lucidité pour voir ça. Mais je suis effectivement d'accord avec toi, il y a ce côté un peu fragile qui fait jeune fille, oh mon Dieu, voilà, je suis pas tout à fait... Mais en même temps, elle défend aussi son propos. Elle défend bien ses propos. J'avais un peu le côté, pas superficiel, mais un peu... Idéaliste. Non, le côté, je suis une enfant issue peut-être d'un milieu un peu favorisé et je suis allée découvrir une culture où il y a un peu le côté, j'arrive en sauveur. J'avais un peu ce côté-là, mais je la crois volontiers quand elle parle d'enthousiaste. Je pense que ça la caractérise plutôt bien. Je te trouve dur sur ce coup-là, parce que c'est vrai qu'on a quelqu'un qui connaît manifestement parfaitement Tout à fait. la civilisation indienne et l'Inde en tout cas, qui en parle bien, qui revient bien, qui assume totalement les fausses routes,
ce qui est assez rare en fait. Donc on a quand même affaire à une nature. Elle a donné à voir une vraie nature. Donc je trouve ça très courageux à 21 ans. Elle parle très bien. Elle crée un contact chaleureux. C'est agréable de passer du temps avec elle. Et alors, moi, je ne l'ai pas trouvée naïve, mais alors, pas du tout. Déjà parce que c'est assez gonflé d'assumer, de dire je vais faire du conseil dans un pays qui est un pays où les inégalités sont criantes, où c'est terrible de constater les difficultés, entre autres des enfants. Donc, au contraire, je trouve que c'est assez, enfin, ce serait presque gonflé, mais bon, elle est consciente de la situation du pays, elle ne nous sort pas les violons, même si elle en a fait 6 ans, manifestement ça ne l'a pas marqué heureusement pour nous, elle ne sort pas les violons pour expliquer que non, enfin, je veux faire du management ONG. Alors c'est pour ça que je comprends tout à fait ce que tu dis et j'y adhère. En revanche, il m'a manqué cette légère manque de cohérence. Il y a eu un manque de cohérence entre son projet pro, parce qu'elle a parlé de conseil en export, et c'est vrai qu'elle a passé beaucoup de temps à nous parler de la difficulté en Inde, qui est réelle évidemment, mais j'ai pas vu l'accostage, j'ai pas vu le pontage entre les deux. C'est la seule chose qui m'a manqué un petit peu, c'est elle aurait, me semble-t-il, gagné en impact si elle avait lié les deux d'une certaine façon. Bah, ça, je pense qu'elle a été intelligente en nous parlant du côté européocentré, parce que je pense qu'on a tendance, nous, à analyser ça en étant européocentré. Dans la mesure où, au final, quand tu vas en Inde, la réalité, c'est que ça ne se lie pas. On ne peut pas lier les deux. Tu es dans un pays qui est terrible, et tu es là pour bosser dans le pays. Donc soit tu es vertueux et tu dis non, moi je ne travaille pas là, je vais travailler dans le 7e arrondissement de Paris, ça va être beaucoup plus agréable, il y a peu de mendiants, et donc on les laisse à leur sort. Soit on va développer un pays, on va y travailler, puis entre autres conseiller en export, ça fait quand même manger les gens. Donc c'est vrai que ce soit le Brésil, l'Inde ou d'autres pays comme ça qui sont en développement, pour l'instant les lignes ne se croisent pas. Donc c'est là où on essaye de leur faire trouver des liens qui, dans les faits, n'existent pas. Donc je défends à fond Elora parce que, en 20 minutes, elle ne peut pas le dire, mais effectivement, on a une vision de ces pays-là. On a du mal à gérer 65 millions d'habitants en France et en gérer plus d'1 milliard, je pense que c'est quand même compliqué. C'est une autre culture. Moi, je ne la prendrais pas pour cette raison-là. Je la prendrais pour son authenticité qui, moi, m'a touchée totalement. Et voilà, pour moi, c'est important d'avoir des gens authentiques qui ne jouent pas un rôle et qui ont bien conscience qu'il y a une adéquation entre la personnalité et l'école. Il ne faut pas se raconter d'histoire là-dessus. Et ça, pour moi, elle l'a parfaitement bien fait. Voilà. Donc, on la prendrait ? Moi, si je la prends, c'est pour son enthousiasme. Ouais. Parce que je l'ai trouvé effectivement très enthousiaste. Peu importe le flacon pourvu qu'il délivrait, nous sommes 3 à la prendre. La vie est belle en Inde et en France.